Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien déjeuné. On va repartir après la matinée qui tournait autour de la connaissance client sur son utilisation opérationnelle. Son utilisation opérationnelle qui va tourner essentiellement autour du marketing relationnel. Ce que je vous propose de faire, ce n'est pas de faire un cours sur le sujet, c'est de reprendre au travers des différentes expérimentations que j'ai pu avoir après plus de 20 ans de carrière, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, voir les réflexions qui ont lieu aujourd'hui, quelles sont celles qui donnent lieu à des interrogations par rapport au futur, les limites de ce qu'on peut faire également, d'un point de vue technologique, c'est vrai, mais également d'un point de vue, alors je vais dire moral, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un client finalement est prêt à accepter ou non qu'on fasse aujourd'hui en termes de marketing relationnel. C'est une des grandes interrogations. Pour commencer, juste un retour en arrière, un constat. Ça fait des années, pardon, il faut que j'appuie là-dessus, pardon. Voilà. Ça fait des années qu'on parle de 360 degrés. L'idée du 360 degrés, c'est de tout connaître de mon client. Ça fait des années qu'on en parle, mais concrètement, est-ce que certains d'entre vous l'ont fait? Jusqu'où vous êtes allés? Et on va voir tout à l'heure que c'est loin d'être le cas. Deuxième point, ça fait des années qu'on parle de CRM, voire de CVM, sur la valeur. Là aussi, on en parle. Concrètement, combien d'entreprises sont allées jusqu'au bout? Et quand je parle jusqu'au bout, ce n'est pas simplement avoir des outils. C'est aller dans la démarche, dans l'organisation, de vraiment gérer la relation client. Des outils, j'imagine que vous en avez tous. Ils sont censés tout faire. Et à chaque fois qu'il y a de nouveaux outils, ils font encore mieux. Sauf que ce n'est pas vrai. Et vous le voyez bien quand vous les mettez en œuvre, c'est l'intelligence marketing, l'intelligence humaine qui va faire en sorte que ces outils répondent aux objectifs. Mais très souvent, c'est oublié. Des années que ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Mais concrètement, ça rapporte combien? Là aussi, très souvent, il y a un énorme point d'interrogation. Alors, je pourrais lister des points comme cela pendant longtemps. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se reconcentrer sur déjà répondre à un certain nombre de basiques. Ces basiques, ils sont relativement simple. Le premier point, c'est pourquoi faire ça? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Quels sont les enjeux que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de ma relation avec mes clients? Quels sont les enjeux que je vais avoir demain? Quelles sont les conditions de la réussite? Et tout ça, puisqu'on est dans le marketing relationnel, qui dit relationnel, dit je connais mon client. Alors vous voyez qu'il y a une image d'un personnage nu. Parce que quand on écoute ce qui se dit, j'ai envie de tout savoir de lui. La fameuse vision 360. Le consommateur n'a plus de secret pour moi. Et dans les faits, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche de tout savoir sur lui. Et ce que je vous propose, au fur et à mesure de découvrir par la suite. Alors justement, commençons par la vision 360 degrés de ce client. Ici, vous avez un petit graphique qui vous donne, avec la courbe rouge, dans le temps, l'évolution de la connaissance client que je peux avoir. Évidemment, si je regardais il y a 10 ans, si je regardais il y a 5 ans, si je regardais il y a 1 an, si je regarde aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir. Ça a explosé. Alors juste pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple. On travaille depuis à peu près une douzaine d'années avec un groupe qui distribue des chaînes de télévision de façon payante, soit via la DSL, mais ça ne date pas d'il y a 12 ans, c'est plus récent, ou soit via des terminaux satellites. Au début, cette entreprise avait des données contractuelles, savoir quel type d'option avait la personne, quand est-ce qu'elle avait souscrit. De temps en temps, on avait des données sur l'âge, non pas des personnes du foyer, mais du souscripteur. Donc, ce n'est pas forcément celui qui, je vais dire, consomme les produits audiovisuels. Et c'est à peu près tout. Et avec ça, ils tentaient de faire du marketing relationnel, c'est-à-dire de s'adresser à leurs clients. Mais en l'occurrence, à l'époque, on n'appelait pas ça marketing relationnel, on appelait ça le marketing direct. Pourquoi? Parce que ça partait de l'entreprise vers le consommateur, mais en aucune façon, on avait les moyens de récupérer ce que faisait le consommateur, qu'est-ce qu'il en pensait, comment il réagissait. Ce n'était pas possible. Bouleversement technologique. La distribution de la télévision via Internet est arrivée.
Et là, tout d'un coup, c'est ouvert un champ du possible sans commune mesure, puisqu'on a pu commencer à récupérer les données. À chaque fois que vous cliquez sur votre télécommande, c'est enregistré, comme des logs sur un site internet. Donc ça veut dire que je suis capable de savoir quand vous regardez la télévision, ce que vous regardez, combien de temps vous regardez, la façon dont vous zappez par exemple. Petite anecdote, on s'est aperçu que 80% des gens zappaient en faisant plus. 20% juste avec moins. Mais application directe, je change ma numérotation des chaînes. Parce que quelqu'un qui veut aller au 29, à la chaîne 29, il va faire 22 plus. Donc moi, ce groupe de télévision, je vais mettre en chaîne 22 une de mes chaînes. En 33, une de mes chaînes. En 44, une de mes chaînes. Et ainsi de suite. Donc ça vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la relation client. Ben, quelque part, si, parce que j'ai déjà une information qui est utile. Et derrière cette information, comme je sais exactement ce que vous regardez, eh bien, j'ai une meilleure connaissance de l'adéquation entre votre offre tarifaire, c'est-à-dire le bouquet que vous avez, et ce que vous consommez réellement. Donc, je suis aussi capable d'avoir une meilleure appréhension du risque que vous annuliez le contrat. Je suis capable aussi, quand vous m'appelez pour me dire que vous voulez annuler votre contrat, de voir qu'en fait, il faut que je vous fasse une contre-offre qui va porter sur ce que vous regardez, ce que vous aimez. Et de fil en aiguille, on est arrivé aujourd'hui à des moteurs de recommandation. Des moteurs de recommandation qui permettent de dire, mais vous, mon cher téléspectateur, je vous conseille de regarder ça et ça. Parce que vous l'aimez. Alors, il faut assumer ce choix-là. D'accord ? Mais c'est très, très intéressant. Et on s'aperçoit, alors je reviens sur un côté analytique, que selon les journées, on arrive à prédire entre 50 et 70% de ce que les gens vont regarder. Alors quand je dis les gens vont regarder, je me mets dedans, on est finalement extrêmement prévisible. Donc du coup, on peut aller dans cette voie-là et aller de plus en plus loin dans le service que je vais faire. Et ce qui est intéressant à travers cette histoire, c'est de voir que le 360 degrés, dans le temps, fait finalement, la masse de données a augmenté, mais on parle toujours de 360 degrés. Et vous voyez qu'au travers de mon histoire, je ne parle pas de la même chose. Donc, ce à quoi je voulais en venir, c'est de dire que ce 360 degrés, finalement, il n'a pas de sens. Pourquoi il n'a pas de sens? Parce que ce qui compte, c'est ce qui est utile pour vous. Par définition, le domaine du possible, aujourd'hui, il est infini. Mais ce que vous êtes capable, en tant qu'entreprise, de mettre en œuvre, c'est fini. Parce qu'il y a la techno, parce qu'il y a le savoir-faire, parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a vos clients. Tout ça, c'est fini. Donc, il faut que je me concentre sur ce qui va m'être utile. Et la question de fond, évidemment, c'est de dire, pour me mettre utile, je vais aller chercher les données idoines, c'est vrai, et surtout, développer l'usage que je peux en faire. La courbe en pointillé, c'est si je faisais rien, la part que j'utilise ne cesse de diminuer. Si je me reconcentre sur des objectifs clairs, la part que j'utilise va être beaucoup plus importante. Alors, comment mieux utiliser les datas? J'ai commencé à en parler. La priorité absolue, c'est d'avoir une stratégie. Cette stratégie, elle ne porte pas sur le marketing relationnel. Elle porte sur l'entreprise. Où est-ce qu'elle veut aller? Tout le reste va en découler. Ce sont des outils, des moyens, le reste. Premier moyen, très très important, l'organisation. Si je veux basculer dans le marketing relationnel, l'organisation de la plupart des entreprises n'est pas la bonne. Ça a été abordé ce matin, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il faut revoir les choses. Si je dis que je veux partir du client, je dois tout changer. Presque tout, du moins. Ce n'est pas du tout l'organisation d'aujourd'hui. Je dois être aussi capable d'arbitrer. Le client, il est unique. Le nombre de personnes dans une entreprise ou le nombre de services qui ont envie de s'adresser à cette personne unique est souvent très très grand. Mais il faut qu'il y ait une cohérence à raconter auprès de ce client. Donc, je dois être toujours en capacité d'arbitrer. Le savoir-faire, là aussi, ça a été longuement développé ce matin. C'est un écueil qu'on observe très fréquemment. Et comme ça a été dit, c'est partout dans le monde. Il y a le même problème. Trouver des personnes qui ont la capacité à jouer avec les datas et avec le métier, le marketing, c'est rare. Mais
ça n'a pas de valeur, parce que ce sont ces personnes-là qui vont faire en sorte que ça fonctionne. Et le dernier point, évidemment, des outils. Mais vous voyez, je le mets en dernier. Encore une fois, un outil, c'est un moyen et rien d'autre. Si vous voulez plonger dans le relationnel, comme je vous l'ai dit, il faut changer. Il faut changer beaucoup de choses et il faut aller dans l'individualisation. Alors j'en profite pour expliquer une chose. Ce matin, plusieurs fois, on a cité le mot segmentation. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous partez dans l'individualisation, vous n'avez pas forcément besoin de segmentation. Parce on a la technologie, les moyens marketing, méthodologiques, de faire en sorte de vraiment traiter chaque client pour ce qu'il est. Alors, je ne dis pas que c'est simple, c'est complexe, mais on le fait aujourd'hui, ça avance, et au fur et à mesure, vous y viendrez. Par contre, il y a un point essentiel, la résistance au changement. Dans toute organisation, toute personne, moi y compris, on est résistant au changement. Parce que c'est confortable de rester dans la situation dans laquelle on est. Alors, de temps en temps, il y a un Big Bang qui fait qu'on est obligé de changer, on n'a pas le choix. À titre personnel ou professionnel. Ce que je dis est valable pour les deux. Et en l'occurrence, il y a une petite formule que j'adore qui dit que la résistance au changement, c'est une fonction de n à la puissance m. N étant le nombre de salariés de l'entreprise. Et m, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Le nombre de managers. D'accord? Et je pense que si vous regardez votre carrière professionnelle, vous voyez que cette formule, elle marche, mais super bien. Il faut toujours l'avoir en tête. Donc, ce qui veut dire que quand on veut changer les choses, c'est toute l'entreprise qui doit changer. Très important. Alors, si je reviens maintenant, comme je le disais, le relationnel, c'est connaître chaque client. Alors, je vous propose de ne pas regarder de façon exhaustive l'entièreté des briques de la connaissance client, mais je vais en citer quelques-unes. Évidemment, on va commencer par connaître son identité, ses coordonnées, ses caractéristiques. Alors après, selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins complexe. Des fois, c'est facile de connaître la date de naissance de quelqu'un parce que de toute façon, légalement, je dois la recueillir. Pour d'autres secteurs, c'est très compliqué parce que je ne suis pas forcément légitime à la demander. Parfois, le revenu, typiquement, si je veux avoir un crédit, je dois le donner, mon revenu. Mais dans d'autres secteurs, je n'ai aucune légitimité à demander le revenu. Tout ce qui est transaction, c'est-à-dire les achats, mais pas que. Dans les transactions, j'entends également, par exemple, ce qui se passe sur Internet, navigation ou autre. J'entends les centres d'appel, quelqu'un qui appelle. Donc ça, c'est le troisième volet. Ensuite, j'ai tout ce qui est interaction, action, action. C'est-à-dire que quand j'envoie un email, savoir ce qui se passe. Quand je lui envoie un SMS, savoir ce qui se passe. Si j'ai un rendez-vous en face à face, savoir ce qui se passe. Si je continue, j'ai les canaux. Alors les canaux, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il utilise tel canal. On verra tout à l'heure, je vais faire un zoom particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est sa capacité d'utiliser un canal. Et quand je dis capacité, c'est la compétence derrière. Et on est tous différents par rapport à ça. Ses préférences, ses intérêts, ses satisfactions. J'ai mis un S volontairement, parce qu'en fonction de la relation qu'il a avec moi, il peut avoir plusieurs satisfactions. Oh, excusez-moi. J'ai oublié que j'avais un ordinateur devant moi et un autre derrière. Sa valeur et ses potentialités. Ses intentions. Sa géolocalisation. Combien d'entre vous utilisent la géolocalisation de leurs clients aujourd'hui? En temps réel? Voilà, quelques-uns, 2. Très bien. Ce qu'il pense ou qu'il exprime, est-ce que ça vous l'utilisez? Une personne. Son environnement social, vous l'utilisez? Encore une personne. Son profil psychologique, là non? Si. Enfin, vous voyez que c'est sans fin, mais la question de fond, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de savoir concrètement j'ai besoin de quoi. Là, je vous ai remis en moyenne ce qu'on observe chez nos clients un peu partout dans le monde. Alors, identité coordonnée, 100%. Y compris
une identification qui est un peu particulière pour les pure players Internet, qui est le cookie. Parce que le cookie, aujourd'hui, c'est une identité. Alors, qui n'est pas pérenne, mais c'est une identité sur laquelle on peut agir. On peut personnaliser des sites Internet sur des cookies. Les caractéristiques, en général, tout le monde en a plus ou moins. Les transactions, 100% aussi, parce que c'est l'essence même du business, comme vous pouvez le voir. Vous avez ensuite tout ce qui est interaction, action-réaction. En général, c'est 50% seulement, puisqu'il y a toujours un certain nombre qui sont perdus au passage. Vous avez les canaux, 30%, parce qu'encore une fois, j'insiste, il ne suffit pas d'avoir l'utilisation, bien au-delà. Ces préférences, 30%, ou intérêt. La satisfaction, 40%. Valeur potentielle, 50%. Les intentions, 30%. La géolocalisation, 10%. Ce qu'il pense ou qu'il exprime, 1%. Son environnement social, 2%. Et enfin, son profil psychologique, c'est anecdotique, c'est extrêmement rare, comme vous pouvez le voir ici. Encore une fois, j'insiste, question de fond, c'est jusqu'où aller. À la fois par rapport à votre stratégie et à la fois par rapport à ce qu'un client est capable d'accepter de vous. Quelques zooms. Je vais revenir sur les canaux. Alors, j'ai appelé ça du choix à l'obligation. Pourquoi? Parce que très souvent, les entreprises ont développé plein de canaux en disant « Mon cher client, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, c'est magnifique, tu peux y aller, utilise. » Et c'est à lui de se débrouiller. Mais derrière ça, ça cache un point qui est essentiel. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à l'utilisation d'un canal? La réponse est évidente, non. Je prendrai un exemple tout bête. Est-ce que vous utilisez tous la banque par Internet? Est-ce que vous êtes tous capables d'aller faire des virements? La réponse est oui. Est-ce que vous êtes tous capables d'aller acheter des produits dérivés sur les marchés financiers? La réponse est non. Mais pourtant, vous pouvez le faire quand même par Internet. Donc, c'est le travail de la banque de connaître votre autonomie, dans cet exemple-là, de façon à la prendre en compte et arbitrer à un moment donné avec le meilleur canal. Et vous voyez que là, quand je dis ça, ça change beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Un autre exemple à l'envers, alors là, je vais prendre mon cas. Si je dois acheter des vêtements sur Internet, est-ce que, en général, c'est un peu plus compliqué que d'aller dans un magasin? Parce que je les vois, je peux les essayer. Mais pour moi, c'est tout le contraire. Pour une raison simple, c'est que je suis daltonien, et sur Internet, il y a la couleur qui est marquée. Donc, je ne me trompe pas. Mais ça, si on ne le sait pas, ça ne marche pas. Si on le sait pour moi, ben, c'est très très bien, parce qu'on peut utiliser cette information-là. Vous voyez? Dans tous les cas, toutes les traces qu'on laisse sur Internet sont extrêmement importantes parce que ça montre des centres d'intérêt qui sont soit dans le temps, soit purement conjoncturels. Si je suis sur le site d'une banque et je commence d'habitude en tout début de mois et en fin de mois, je regarde mes comptes, je fais mes virements, je regarde tout si tout va bien, et c'est régulier, vous pouvez le savoir si je suis banquier. À partir de là, je vais utiliser cette information-là. Et tout d'un coup, je me mets à regarder ce qui existe en crédit. J'ai donné une information intéressante qui va donner lieu à une opportunité commerciale. Et toute cette information-là, il y a une richesse absolue à la prendre et à l'utiliser en marketing relationnel. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on travaille de ces manières-là, on améliore, alors dans deux cas différents, je vais prendre l'exemple de transformation de devis sur assurance auto sur Internet. Mais on arrive à faire plus 7% sur la transformation. Pourquoi? Parce qu'on va relancer le client au bon moment, avec le bon canal. Et vous voyez que le gain, il est rapide, très rapide. Pour illustrer mon propos, vous avez ici, de façon caricaturale, deux types de recherches qu'on a sur Internet, ce qu'on appelle les papillons ou le straight to the point. Eh bien, c'est deux types de comportements complètement différents. Et il est clair que si j'ai cette connaissance-là, je ne vais pas m'adresser à eux de la même manière. Et donc, du coup, derrière, je vais pouvoir travailler sur... Ah, j'oublie à chaque fois, excusez-moi.
J'oublie. Bon, pardon. Du coup, je vais pouvoir travailler les parcours en fonction de cette réalité comportementale. Et vous voyez que là, le sens de l'autonomie, il devient factuel. Encore une fois, soit là, maintenant, soit dans la durée. Et tout ce qui identifie des nouveaux comportements, des nouvelles recherches, va permettre de générer des opportunités commerciales. Ce qu'il exprime, alors ce qu'il exprime, ça sont des nouveaux champs d'investigation. Les données, elles peuvent venir évidemment des médias sociaux, mais également de tous les emails que vous pouvez recevoir des clients. Ça peut venir également des comptes rendus des centres d'appel ou des comptes rendus des commerciaux. À partir de là, on analyse toute cette masse et là aussi, on va utiliser cette masse d'informations pour trois choses. La première, c'est d'identifier des centres d'intérêt conjoncturels ou durables. Le deuxième point, c'est de travailler sur la satisfaction complètement différemment, puisqu'on n'est plus dans le sens où je demande l'avis de la personne, finalement, je prends ce que la personne exprime, ce qui est tout à fait autre chose, et qui porte une richesse bien plus importante. Et enfin, encore une fois, des opportunités commerciales. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce à ça, on améliore encore une fois considérablement la connaissance client. Et on va très très loin. Alors je vais vous donner juste une expérimentation. Là, on est encore dans la banque, cette fois-ci, où on a pris les emails entrants qui arrivaient sur les chargés de clientèle, sur les commerciaux. On a analysé et identifié des opportunités commerciales. Et après, on a fait deux groupes distincts pendant un mois. Un groupe où on laissait faire les choses tout en identifiant les opportunités commerciales, et l'autre groupe où on véhiculait les opportunités commerciales pour qu'elles soient retraitées. Sur 100 personnes, dans le cas où on laisse faire les choses, 100 personnes sur lesquelles on a pu identifier une opportunité. Il y en a 42 qui étaient traitées. Sur ces 42, il y en a 31 qui étaient traitées directement par le réseau. 11 par des canaux centraux, parce que ça correspondait à des événements clients, et donc il y avait une mécanique qui le traitait. Pour 30 ventes, à peu près. Quand on va chercher cette information-là et on industrialise les opportunités commerciales, sur 100 opportunités commerciales identifiées, j'en ai 83 qui sont traitées. Sur ces 83, il y en a 45 dans le réseau contre 31. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de tout traiter. Mais il y en a 38 qui ont été traités de façon centrale, soit par des centres d'appel, soit par des moyens digitaux. Et ce qui a conduit à avoir 54 ventes. Donc vous voyez qu'on améliore considérablement les choses. Le client, il exprime. La personne qui reçoit n'a pas le temps de le faire. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout analyser, ce n'est pas possible. Et c'est là où le côté industriel de ces approches apporte beaucoup. De la même manière, on travaille en ce moment sur la notion de bonheur. Et grâce à l'expression des gens, on arrive à savoir s'ils sont plus ou moins heureux. Vous voyez, donc on peut aller très très loin dans ces démarches-là. Je change d'univers pour parler maintenant des communautés et des rôles dans les communautés. Je suis dans la téléphonie. Là, on travaille dans le big data. On récupère tous les appels unitaires. Par exemple, si j'appelle quelqu'un, ça sera enregistré et tout est enregistré. Donc vous imaginez le volume de données sur lesquels on peut être amené à travailler. Là, vous avez un cas où vous avez 11 millions, un MSISDN, c'est un numéro de téléphone. C'est un identifiant unique, le numéro de téléphone. Vous avez 11 millions de numéros de téléphone qui apparaissent chez cet opérateur, qui donne lieu à 576 000 communautés différentes, en moyenne avec 19 numéros de téléphone dedans, dont 8 qui est de l'opérateur pour lequel on travaille. D'accord ? Derrière, vous avez les rôles de chaque personne. Ici, on a 6 rôles, des leaders. Alors un leader bridge, juste pour expliquer, c'est quelqu'un qui est leader dans 2 communautés différentes, des followers, et on va jusqu'à des neutres rôles. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que maintenant, si je suis un opérateur téléphonique, je ne vois pas le client pour ce qu'il est en tant que client, je le vois dans son environnement. Je vois son rôle, je vois son influence sur les autres. Et du coup, quand je rentre dans le relationnel, par exemple pour lutter contre le churn,
eh bien, je ne vais pas travailler sur tout le monde. Je vais travailler que sur ceux qui vont finalement induire un churn plus important. Un client qui ne fait que suivre les autres, eh bien, je ne vais pas investir dessus. Je vais investir sur mes leaders, sur les personnes les plus importantes. Du coup, je diminue mes investissements promotionnels, j'économise, et mes résultats vont augmenter parce que je vais pouvoir dépenser un peu plus sur ces personnes-là. Ici, vous avez un exemple avec une communauté saine à gauche, et au fur et à mesure, avec l'apparition du rouge, ce sont des personnes qui sont en train de churner. D'accord ? De la même manière, on parlait de canaux. Un nouveau canal, c'est ces personnes-là. Un leader, j'avais comme canaux tous les canaux que j'avais créés, mais finalement, je vais utiliser mes propres clients qui ont un rôle particulier pour devenir un canal de plus. Alors évidemment, je ne vais pas lui dire comme ça, mais je vais lui donner, par exemple, des services, des nouveaux services à forte valeur ajoutée, avec des prix particuliers, parce que je sais très bien que si lui l'adopte, les autres l'adopteront dans le temps. Et je ne dépense pas, je dépense en tout cas beaucoup moins d'argent. Le profil psychologique. En fait, il y a un chercheur qui s'appelle Georges Dumézil, qui est décédé maintenant, et qui a créé un profil psychologique extrêmement intéressant en 3 dimensions. Le souverain, le producteur et le guerrier. Alors c'était valable dans la mythologie, ça a été valable dans toute l'histoire de l'humanité, et on a tous en nous ces 3 dimensions, alors plus ou moins importantes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut la reprojeter très très facilement sur les entreprises également. Et donc du coup, à partir du moment où je peux la reporter sur l'entreprise, je suis capable de voir la correspondance entre l'entreprise, son positionnement, son profil psychologique, et celui des personnes qui sont clientes ou qui parlent de lui. Typiquement, si je suis une entreprise guerrière et que j'ai des personnes productrices qui la critiquent, je le vois avec un autre œil que si ce sont des personnes guerrières qui la critiquent. D'accord ? Et au-delà de ça, à partir du moment où j'ai le profil psychologique de la personne, la façon dont je vais m'adresser à ces personnes va être également différente et personnalisée en fonction du profil. Alors, je vous ai mis 3 exemples ici, la téléphonie qu'on peut retrouver. Hop, pardon. Vous avez Bell, vous avez Rogers, vous avez TELUS et vous avez Vidéotron. Alors, petit quiz. Vous avez une représentation des 3 types là. Vous avez un souverain, vous avez un ou des guerriers et un ou des producteurs. Alors, si vous analysez bien, vous allez les trouver. Si on commence par Bell, Bell c'est quoi? Souverain. Tout le monde est d'accord? Regardez ce qui est écrit. Alors là, j'ai un peu de mal à lire, c'est tout petit. Il y a un produit, c'est sélection incroyable, réseau incroyable, c'est toujours mieux, et grosso modo, personnel ou affaires. Donc je vais caricaturer volontairement mon propos, mais c'est, moi je suis là, voilà, j'existe, venez. D'accord? Discours souverain. Rogers, guerrier, tout à fait. Regardez, on attaque direct sur le prix, on y va. D'accord? Et en plus, ils sont construits par opposition aux souverains qui étaient là sur le marché depuis longtemps. TELUS, producteur, oh, tout à fait. Regardez, première page, facture et paiement, utilisation, se connecter. On explique comment utiliser l'iPhone 6. Dessous, il y a vous êtes un nouveau client, discutons. On est dans la contribution, on est vraiment dans l'explication. Et le dernier, Vidéotron, c'est quoi? Guerrier. Ben, regardez le logo, un carré, une flèche, discours sur les prix, guerrier. On le voit très clairement apparaître. Si on projette ça sur des personnes, cette projection n'est pas liée aux 4 opérateurs dont je viens de parler. D'accord? Ça a été fait dans un tout autre contexte. Là, on l'a fait que sur Twitter. On aurait pu le faire sur les emails entrants. On aurait pu le faire sur plein d'autres choses. Ça a été fait sur Twitter après avoir rapproché des clients, en l'occurrence, de leur compte Twitter, pour voir la liaison entre ce qu'ils faisaient chez l'opérateur et, par ailleurs, ce qu'ils font en termes de profil psychologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 10 000 personnes, il y en a 39% qu'on n'a pas su catégoriser, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de contributions. Il y en a
il y avait 12% de bâtisseurs, 26% de guerriers et 23% de souverains. Si maintenant je neutralise les points d'interrogation, ceux que je ne connais pas, j'ai 38% de souverains, 42% de guerriers et 20% de bâtisseurs. Est-ce que c'est représentatif de nous tous? Non, évidemment. Parce que vous allez me dire, ben oui, mais si je suis guerrier, je vais parler beaucoup plus et je vais la ramener beaucoup plus que si je suis bâtisseur. Et vous avez raison, d'accord, là-dessus. Mais, au demeurant, je suis capable de faire la liaison entre le profil psychologique d'une personne et ce qu'il fait chez moi. Et du coup, si j'ai fait ça, inversement, je peux utiliser ce profil psychologique en marketing relationnel. Pour finir sur ce chapitre, on doit capitaliser sur cette connaissance. Donc il faut agir, il faut être proactif, il faut prioriser, il faut arbitrer, il faut personnaliser, mais pas à la main, de façon industrielle et pertinente. Et pour faire ça, encore une fois, il faut avoir une vision, il faut organiser, il faut innover, et il faut des technos. Mais c'est la réunion de l'ensemble qui va permettre d'y arriver. L'hyper-personnalisation. Alors on entend depuis longtemps parler de personnalisation. Maintenant, on va parler d'hyper-personnalisation. Alors qu'est-ce que l'hyper-personnalisation? C'est tout simplement la capacité à chaque moment de pouvoir personnaliser sur le moment auquel je m'adresse au client, sur le mix canal que j'utilise, sur les produits, sur le prix qui va être différent, sur le ton. Et évidemment, je peux ajouter plein d'autres choses derrière. Mais on est dans quelque chose de plus en plus fin, de plus en plus, finalement, quelque part, je prends de plus en plus de risques, parce que je présuppose que je connais de mieux en mieux la personne. Et si vous voulez, par rapport à ça, il faut toujours avoir en tête 4 questions clés que je dois poser à tout moment. Si je suis en temps réel, c'est toutes les secondes que je dois me poser ça. Si je travaille à la journée, c'est toutes les journées. À la semaine, c'est toutes les semaines. Première question, c'est ai-je une bonne raison de contacter ce client en particulier? J'ai plein de réponses possibles, mais la réponse la plus fréquente, enfin plein de raisons de réponses possibles, la réponse la plus fréquente, c'est non. Si oui, de quoi dois-je lui parler? Là aussi, et il faut que j'arbitre, il faut que je choisisse. Et j'ai plein de possibilités. Quel investissement promotionnel? Et vous voyez, je ne parle pas de discount, je parle d'investissement promotionnel. Parce que derrière, j'en attends un retour sur investissement, systématiquement. Je fais tout ça pour gagner de l'argent. Et quel mix canal et quel ton? Pour reprendre les exemples que je citais tout à l'heure. Alors la question de fond, c'est de dire, mais suis-je pour ou contre ça? Alors ça, c'est un peu compliqué, et là je vous invite à réfléchir en tant que personne. Je discutais avec des amis le week-end dernier, et on parlait de ça, et je leur disais, mais vous, en tant que consommateur, est-ce que vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Et la plupart d'entre eux disaient, bah, de toute façon, si ça me rend service, oui, je l'accepte. Parce que finalement, c'est confortable. Alors, je vais poser une autre question derrière. Mais en tant que citoyen, imaginez maintenant que ce soit les médias, que ce soit la politique qui fasse ça. Est-ce que ça vous dérangerait? Ah, là, ils voyaient les choses un peu différemment. Et ce qui est très intéressant derrière ça, c'est que, en fait, souvent on est pour parce que c'est confortable. On est contre parce que ça peut être intrusif. Mais les côtés négatifs, on peut les prendre en compte quand on construit ce type de choses pour lutter et pour les diminuer. Donc, ça a un intérêt. Mais vous, en tant qu'entreprise, il faut savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en répondant à cette question, par rapport à ce que je disais sur la connaissance client, vous aurez exactement vos priorités de connaissance client. Et donc, plus besoin d'aller chercher tout ce qui existe, vous vous concentrerez sur ce qui vous est utile. Dans tous les cas, si vous allez dans ces directions-là, il y a 3 points essentiels pour garantir le succès. Le premier d'entre eux, c'est surprise. Alors ce mot-là, j'y tiens, mais vraiment énormément. Il est un peu différent de ce qu'on entend habituellement, parce que le seul facteur qui conduira à la réussite, c'est de ne pas habituer vos clients. Si vous habituez vos clients, vous avez perdu. C'est installé, c'est un dû. Donc surprenez-les. Pensez à votre vie de couple, c'est pareil. D'accord? Deuxième point, être pertinent. Et le troisième point, être efficace. Parce que c'est l'objectif de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent avec tout ça. On a
derrière des enjeux auxquels on doit répondre. Plus de données, vous l'avez compris, il y en a de plus en plus. Plus de connaissances clients, bah oui, si on s'organise. Mais c'est aussi plus d'opportunités, mais plus de risques. C'est du risque. Plus de différenciation, c'est tout à fait possible et aller là, dans cette voie-là. Par contre, on a toujours moins de temps. Il faut aller toujours plus vite. Il faut plus d'arbitrage. Et ça, humainement, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Et c'est pour ça qu'il faut de plus en plus de technologie. Alors, je ne dis surtout pas que la technologie doit remplacer l'humain. Je dis simplement que si on va aller dans cette voie-là, la technologie est indispensable. Par contre, la technologie ne fait finalement que ce que l'humain a décidé, a voulu. Alors après, il y a des algorithmes qui sont extrêmement complexes, qui sont très difficiles à comprendre. Donc, à un moment donné aussi, il va falloir qu'on accepte de lâcher ce souhait de tout comprendre, de tout vouloir comprendre. Mais encore une fois, la question, elle n'est pas technique, elle est plus dans l'approche que vous voulez avoir vis-à-vis de la relation client. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, il faut que vous vous organisiez autour du client. Alors, je vais citer une anecdote. Souvent, je vais dans beaucoup d'entreprises et il y a dans le service marketing, alors on me présente la directrice ou le directeur marketing, on me présente le chef de produit A, B, C, D, E, F, mais il n'y a pas de chef de client. Le client, finalement, il n'existe pas. Il est là, c'est lui qui achète, c'est lui qui fait tout, mais il n'est pas considéré. Il n'y a pas quelqu'un, très souvent, qui est responsable des clients et qui a la capacité d'arbitrer, de dire, attention, non, 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 là on arrête, ça ne va pas. Ça existe très rarement. Et je suis persuadé, intimement persuadé, que ça va venir, que ça va arriver, et que ce sont des nouveaux métiers. On parlait de nouveaux métiers ce matin. Celui-là, c'en est un autre de nouveaux métiers qui va arriver. Évidemment, il va falloir qu'ils sachent gérer les clients, le marketing, la techno, un peu tout. D'accord ? Quand je dis changer de paradigme, ben, il faut, c'est vrai, si on veut plonger dans cette voie-là, il faut le faire. Alors, on l'a vu chez certains de nos clients sur lesquels on a basculé là-dessus, ça n'a marché que quand c'était un projet d'entreprise. Ce matin, il y a quelqu'un qui parlait d'un projet d'entreprise et qui a témoigné, et ça a très bien fonctionné, parce que c'était un projet d'entreprise. C'est toute l'entreprise qui doit le porter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Jamais. Et ce qui veut dire que l'entièreté des membres de l'entreprise doivent comprendre ce projet-là. Mais ça, je ne m'étale pas dessus, ça a été abordé ce matin. On est dans un monde d'incertitude. Alors, je vais en citer que deux. Le problème législatif. Alors, c'est vrai qu'ici, vous avez connu un grand changement récemment qui change beaucoup de choses, et ce n'est pas fini. Et selon les pays, les lois ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille dans des pays où il n'y a quasi pas de loi de protection des individus, on peut aller mais très 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 loin. Et découvrir des choses absolument incroyables. Maintenant, quand on est dans des pays où il y a des lois qui sont plus ou moins strictes, eh bien, on va s'arrêter et respecter la loi, évidemment. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, je parlais de personnalisation, il y a des parlementaires français qui ont demandé à ce qu'on régule les possibilités de personnalisation, des algorithmes de personnalisation. Parce qu'ils partent du principe que ça empêche la liberté. À un moment donné, on oriente trop les personnes, on les manipule. Alors, on peut en discuter, dire c'est bien, c'est pas bien, chacun est libre, c'est pas parce que je lui propose quelque chose qu'il est libre de le prendre ou pas. On peut avoir ce débat-là. Mais la question de fond, elle est plus à l'inverse pour moi. C'est de dire, mais finalement, moi qui suis fabricant de données en tant que consommateur ou citoyen, est-ce qu'elles ne m'appartiennent pas, ces données? À qui elles appartiennent? Et je pense que le point sur lequel on devrait débattre, ce serait beaucoup plus celui-ci. Regardez aujourd'hui Facebook, Google ou Apple. Dernièrement, je participais à un colloque de juristes, justement, et le thème, c'était le big data bouscule le droit. Mais c'est vrai parce que finalement, tout ce qu'on fait est largement en avance par rapport au droit. Et quand le système législatif donne une loi, ben, tous les acteurs sont déjà très très loin. Donc il y a un décalage complet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la salle, il y avait des juristes qui disaient « Ah oui, mais Facebook, vous ne vous rendez pas compte, c'est pas normal, ils nous prennent nos données, ils les utilisent, on n'est même pas propriétaire de ce qu'on fait. » Et j'ai juste posé une question, mais combien d'entre vous ont un Apple ou un
ont un Android dans la salle. Tout le monde lève le doigt, évidemment. Mais sauf que là, ils acceptent que Apple ou Google le fassent. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Et vous voyez comme quoi c'est très relatif ce problème-là. Mais je pense que ça va évoluer dans le temps. Et du coup, j'aime bien cette notion, même si ça fait bondir les juristes, de contrat moral, parce que par définition, ça n'existe pas. Mais quelque part, en tant qu'entreprise, la question, c'est de se dire jusqu'où je peux connaître mon client, jusqu'où je dois aller, et jusqu'où je dois lui montrer aussi. Et ça, je vous invite à y réfléchir. Le deuxième point, c'est que ce seuil d'acceptation, il change tout le temps. Et du coup, ça revient à retravailler sur la connaissance client. Donc vous voyez, on part toujours de la connaissance client pour tout reconstruire. Pour finir, plonger dans le relationnel, c'est encore une fois s'organiser, c'est travailler sur la connaissance client qui est la base de tout, c'est individualiser, mais n'oubliez pas les contraintes du client. Ne pensez pas qu'aux contraintes de l'entreprise, considérez les contraintes du client. Être pragmatique, agile, innovant, sinon ça n'a pas de sens. Si vous regroupez tous ces ingrédients, juste pour vous donner 2 chiffres, sur un opérateur de e-commerce, en faisant ça, on arrive à faire plus 22% de chiffre d'affaires. Parce qu'on est pertinent. Parce qu'on parle aux gens de ce qui les intéresse. Chez un opérateur téléphonique, quand on met en place tout ça, on arrive à leur faire gagner 5 à 8% de chiffre d'affaires total. Ce qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité qui s'instaure avec les clients. Et je joue la carte de la différenciation. Et dans cette carte de la différenciation, j'insiste sur mes 3 mots-clés: surprise, pertinence, efficacité. Merci.